Why is the history of Egypt so crucial to black people? What's at stake? Mais parce que, comme je l'ai souvent dit, la civilisation égyptienne, d'après tout ce que je viens de vous montrer, a joué le même rôle que la civilisation vis-à-vis de l'Afrique, que la civilisation gréco-romaine vis-à-vis de l'Occident. Because Egyptian civilization played the same role for Africa that the Greco-Roman civilizations played for the Western civilization. Et donc, si nous voulons recréer un corps de sciences humaines en Afrique, il nous faut repartir de l'Égypte. If we are to create a body of social sciences, then we must take as a point of departure Egypt. Renouer avec les antiquités égyptiennes. Tied to ancient Egypt. C'est la seule façon, comme je le dis souvent, de réconcilier les civilisations africaines avec l'histoire. It's the only way to reconcile African civilizations with history. What would you say to the black parent who is satisfied with his or her child learning only European or white history? Non, il faut apprendre l'histoire des autres, mais il faut se connaître d'abord. It's fine to learn the history of others, but you must know your own self first. Sinon, un peuple qui perd la mémoire historique est devenu un peuple fragile. If a people forgets its historical memory or loses its historical memory, it becomes a very fragile people. Il se désagrège. C'est la conscience historique qui nous permet de rester un peuple fort. They regress, and it is that historical memory which permits them to be a strong people. C'est pour ça que même dans la diaspora, cette conscience doit être vivifiée. Il faut que ce lien continue d'exister où que nous soyons. Even in the diaspora, these ties must remain. Pour reprendre un des pères fondateurs de l'historiographie africaine, Cheikh Anta Diop, quel pilier a-t-il posé pour la renaissance africaine? Dès que cette question se présente un peu de la manière suivante, c'est-à-dire que l'histoire, ce qu'on appelle l'histoire, c'est en fait deux choses réellement. L'histoire, c'est deux choses. C'est premièrement la connaissance du passé. Qu'est-ce qui est là, ce qu'on appelle la mémoire? Comment ça s'est passé, comment on a été fait coloniser, comment on a été fait esclave, quels étaient les rapports entre les humains à l'époque, comment on a survécu. Enfin, on explique le passé. Ça, c'est l'histoire. Et vous l'expliquez à votre manière, selon les causes, etc., selon les méthodes. Mais l'histoire aussi, fondamentalement, l'histoire, c'est la vision du futur. On ne peut pas faire l'histoire juste pour se voir, regarder le passé sans regarder seulement comme ça. On est plutôt comme ça. Nous marchons plutôt devant que derrière. Si je regarde derrière pour dire « Oh, merci, c'était comme ça », fais attention. Ne va plus comme ça, parce que c'était comme ça, va comme ça. Ça t'oriente donc. C'est l'histoire et l'étude de l'orientation dans le présent vers le futur, en fonction du passé. C'est ça. Donc, si on étudie l'histoire de l'Afrique, et Cheikh Anta Diop, en étudiant ça, a dit le futur pour nous doit être solidaire, doit être collectif. Et on peut renaître encore. C'est comme la renaissance, rebirth. On peut renaître encore, revenir à la vie. Mais en développant nos arts, nos langues, nos institutions qui nous conviennent, etc., pour améliorer nos vies collectives, nos conditions de vie. On a les ressources qu'il faut. Tu vois, les matières premières sont là. On a l'intelligence, on a la créativité. On peut trouver des financements. On peut faire beaucoup de choses et développer nous-mêmes nos programmes. Pour nous-mêmes, c'est ça la renaissance africaine. Donc, si on veut que le noir puisse reprendre possession de lui-même, il doit passer par sa propre
la propre connaissance de son histoire. Alors, exactement. Il doit récupérer sa mémoire. Parce que partout on attend le devoir de mémoire. Le devoir de mémoire. Mais il faut avoir avec ça. La mémoire, c'est comme... écoutez, il ne faut pas me demander à moi de dire le nom de votre père, de votre mère, de vos grands-parents. C'est vous qui devez me le dire. Mais dans notre cas, vous demandez à un autre qui n'est pas de votre famille de vous dire votre mémoire, vos ancêtres, votre histoire, votre biographie existentielle. C'est ça l'erreur que nous... C'est ça l'histoire. Donc il faut que les Africains récupèrent... Mais Marcus Garvey l'a dit. Il ne croit pas qu'un seul blanc puisse écrire l'histoire des Noirs avec quelques sympathies. Même la simple sympathie. Ils ne pourront pas. Mais pourquoi vous lisez le jour, mais il faut faire cette révolution, ne plus acheter leurs bouquins d'histoire sur nous. Parce que c'est nous qui achetons. Les blancs eux-mêmes n'achètent pas ces livres. Donc au fond, il faut que les Noirs ne demandent pas à un autre, dis-moi qui était mon ancêtre. Essaie de le trouver toi-même avec tes erreurs. Et puis, que les autres là, de toute façon, il ne faut pas être impressionné. Il faut cesser d'être, même si on lit les livres, hein, même bon, coupons la poire en deux, lisons leurs bouquins, tout sur l'Afrique, d'accord. Mais il faut pas être impressionné. Tout est faux dedans, d'un bout à l'autre. Donc, les livres là, bon, je ne veux pas les nommer, vous les connaissez, mais lisez parce qu'ils sont au programme, achetez parce que c'est l'environnement, mais je vous garantis qu'il n'y a aucune parcelle de vérité dedans. C'est du mensonge. Ce sont des crétois, c'est-à-dire des menteurs qui savent qu'ils mentent, mais ils mentent quand même. C'est ça un crétois. Ils sont tous crétois. Ils mentent. C'est-moi quelqu'un qui dit que, voilà, mais sur l'Égypte, le cas est bien précis. Sur l'Égypte ancienne, l'Égypte pharaonique, qui était africaine et nègre. Cette Égypte n'est même pas en Afrique. Elle est méditerranéenne, elle est au Proche-Orient. C'est des choses qui valent même pas un sou. Et qu'ils étaient bruns, les femmes étaient jaunes, et les autres étaient en rouge, et que n'importe quoi. Même quand l'ADN dit ceci, même quand la biologie moléculaire dit ceci, même quand les témoignages anciens disent ceci. Et voilà. Mais c'est faux, mais c'est la falsification de l'histoire. Moi, je ne sais pas pourquoi on lirait leurs bouquins. Il faut le dire clairement, il n'y a aucune vérité dans les livres écrits par les Européens, par les Blancs, sur l'Afrique noire, sur les langues, les civilisations africaines. Il ne faut pas avoir peur. Ils vont vous respecter. Un type qui n'est pas confiant en lui-même, comment voulez-vous que je le respecte? Mais comment veux-tu dire? Mais il flanche, il dit, oh, non, on ne peut pas respecter. On respecte un type qui est là, hein, une femme qui est là devant vous, avec son opinion, avec ses idées, capable de les défendre. Un jeune homme qui est là, avec ses idées, c'est comme ça qu'il faut, ils vont vous respecter. En fait, les gens ne comprennent pas que pour tous les domaines, l'histoire a non seulement sa place, mais occupe une place stratégique. Nous ne pouvons rien faire si nous n'interrogeons pas le passé et si nous ne considérons pas l'évolution depuis les origines de tout problème. Pour résoudre véritablement un problème, il faut connaître ses origines et il faut connaître ses développements depuis ses origines. Or, c'est ça justement la mission confiée à l'histoire. Pour tout problème, pour toute question, de éclairer la société en montrant les origines successives et en montrant les développements successifs depuis les origines. Parce que si nous ne tenons pas compte de l'expérience du passé, si nous ne tenons pas compte des origines et des développements successifs du problème, nous ne pouvons pas résoudre véritablement le problème. L'historien doit chercher à faire connaître les origines et les développements depuis les origines des réalités actuelles et prédire les réalités futures. Donc vous comprenez que dans tous les domaines,
l'historien a sa place. C'est qu'on ne comprend pas. Mais pourquoi? Par exemple, vous n'affichez pas, s'il vous plaît, professeur Jean, est-ce que vous n'affichez pas un déficit communicationnel pour montrer le bien fondé à la jeunesse d'apprendre son histoire? Oui et non, parce que le problème ne dépend pas seulement des historiens, le problème dépend aussi de la société et des journalistes que vous êtes. Hein? Parce que si on dit officiellement que l'histoire est importante, etc., mais souvent, quand on organise des émissions, quand il y a des questions à débattre, quand il y a des problèmes au niveau même de notre pays, les historiens souvent ne sont pas invités. Je prends un exemple. Il y a eu un forum sur l'énergie. Au Bas-Congo. Au Bas-Congo. À l'ancien Bas-Congo. Ouais. Au Donc, Congo Congo central. central. Oui. J'ai constaté qu'aucun historien n'était invité à ces forums. Or, nous avons des historiens spécialistes de l'énergie qui auraient pu faire comprendre comment on est arrivé à ce que l'État s'occupe de cette question. Donc, on peut multiplier des exemples. Et l'historien peut éclairer qu'est-ce qu'il faut faire justement pour éviter. Parce que en matière de développement, nous ne devons pas perdre de vue cela. Toute expérience, quel que fût son aboutissement, échec ou réussite, est une leçon à ne pas négliger. Il faut l'exploiter. Or, c'est ce que nous ne faisons pas. L'Union africaine s'était rendue compte, premièrement, que l'histoire constituait une matière stratégique pour le développement de l'Afrique, et que c'est un levier pour le développement de l'Afrique, et donc qu'il fallait s'appuyer sur l'histoire pour assurer le développement de l'Afrique. Et deuxièmement, l'Union africaine s'était rendue compte que le premier projet financé et parrainé par l'UNESCO de l'écriture d'une nouvelle histoire de l'Afrique qui avait permis de publier un certain nombre de volumes à l'époque, n'avait pas réellement abouti. D'abord parce que ce projet s'adressait essentiellement à l'élite, à une minorité. Il fallait alors écrire des livres d'histoire qui s'adressent à toutes les tranches d'âge, depuis la maternelle jusqu'aux adultes. Et c'est ainsi donc qu'on avait mis en place ce projet. Il y avait aussi évidemment le fait que l'histoire elle-même avait connu des transformations profondes, que ce soit du point de vue scientifique, du point de vue de son rôle social, au lieu de servir à renforcer les hiérarchies, etc., l'histoire doit au contraire contribuer au développement des sociétés et à la formation des citoyens critiques, démocratiques, valables. Alors, il y avait aussi, évidemment, sur le plan didactique, pédagogique, des réformes importantes. Alors, tout cela a amené qu'on revienne, justement, à l'écriture de l'histoire de l'Afrique. La réécriture de l'histoire de l'Afrique. D'adapter pédagogiquement, d'adapter scientifiquement et d'adapter socialement et politiquement. Bon, maintenant, pourquoi ce n'est pas un réveil tardif? Parce qu'on remarque, depuis l'indépendance des pays africains, depuis l'indépendance de la RDC, même au niveau de l'enseignement de base jusqu'à l'université, la plupart des manuels, la plupart des documents d'histoire sont écrits par les Occidentaux. Et on semble constater que c'est l'Occident qui continue à détenir, à téléguider la pensée des Africains. En fait, pour notre pays, pendant longtemps, on a vécu un cercle vicieux. D'une part, les programmes d'enseignement de l'histoire n'étaient pas adaptés, et jusqu'à présent... Et vous les experts, les patriotes, les panafricains, vous croisez les bras. On ne pouvait pas écrire des manuels avec des programmes inadaptés, scientifiquement, socialement, politiquement, pédagogiquement.
Alors, il fallait une réforme. Et c'est pourquoi les historiens avaient proposé une réforme de programme, réforme qui, mise en place en 1978, a été annulée une année après. Il y avait eu des pressions de la France, de la Belgique, etc. Pourquoi ? À l'époque, il y avait eu des pressions, pas simplement pour l'histoire, c'était surtout pour les langues. Parce qu'on avait, la réforme avait institué des langues maternelles entre première, deuxième, troisième année, le français devant commencer en quatrième primaire, etc. Alors, il y avait eu des pressions de la francophonie aussi, évidemment. C'est ainsi qu'on avait annulé la réforme et la réforme d'histoire. Alors, pour l'histoire, il y a eu une réforme pour le primaire en 1995, mais cette réforme avait été bâclée. Et les programmes actuels, jusqu'à aujourd'hui, ne sont pas véritablement conformes, malgré le fait qu'on a surtout vu le volet pédagogique pour mettre l'enseignement de l'histoire par les compétences. Pour les secondaires, il y a eu une réforme en 2005, à laquelle nous avions d'ailleurs participé en tant qu'experts, mais le texte final sorti n'est pas véritablement conforme. Donc le programme lui-même n'est pas conforme à ses principes, à sa philosophie, etc. Vous voyez par exemple sur le volet pédagogique, on prône l'enseignement de l'histoire par les compétences. Mais quand on va dans les matières, on voit qu'au lieu de l'enseignement de l'histoire par les compétences, c'est l'enseignement de l'histoire par les contenus et, dans les meilleurs des cas, par les objectifs. Et toute la vision de l'histoire, toute la vision scientifique, aussi bien que sociale et politique de l'histoire nouvelle, ce n'est pas prise en compte. Ce n'est pas pris en compte. Vous savez, même déjà au niveau de la périodisation. Or, justement, que ce soit au niveau général ou au niveau de l'Association internationale pour la didactique de l'histoire, qui avait mis sur pied un projet de créer des contenus communs pour l'ensemble du monde, quitte à ce que chaque pays, chaque continent mettre des éléments propres après, mais qu'il y ait un contenu électoral général. Ce contenu est sorti en 2005, mais le programme était déjà sorti. Les nouveaux programmes d'histoire du secondaire, ce qui fait que ça ne prend pas en compte ces nouveaux contenus. Et il faut dire que l'élément politique extérieur est aussi très, très important. Je vois par exemple l'Italie qui a été le premier pays à appliquer ce canevas dès que monsieur l'ancien Berlusconi est arrivé au pouvoir. C'est la première décision qu'il avait prise de supprimer cette réforme de programme d'histoire. Donc vous comprenez les enjeux politiques non seulement intérieurs, mais internationaux. Parce que tant que l'histoire, avant, servait à vénérer les hiérarchies politiques et sociales, etc., à leur servir à renforcer leur pouvoir, l'histoire était bien vue. Mais aujourd'hui que l'histoire est un levier de développement, doit permettre de créer des citoyens critiques qui puissent démocratiquement et de manière critique voir leur société, leur présent, leur passé et leur devenir, l'histoire est devenue dangereuse. Et il faut s'interroger comment un peuple comme nous, 70 millions de personnes, sur un espace aussi grand qu'un sous-continent, doté de richesses assez fabuleuses, avec du soleil toute l'année et de la pluie, nous pouvons devenir tout d'un coup comme ça, n'est-ce pas, les esclaves de nos voisins, les esclaves d'autrui. Et comment ce processus a eu lieu? Parce que ça serait une erreur méthodologique de penser que cela s'est fait en une année, en un jour, en une décennie. Non. C'est un processus long et lent de décimation de la conscience politique autonome d'un peuple qui a commencé depuis, disons, un siècle. Moi, je prends le temps d'un siècle, c'est-à-dire depuis Léopold II jusqu'à ce jour.
Et qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés dans ce qu'on appelle la période des grandes contradictions fondamentales qui apparaissent devant tout le monde. Et si nous ne les cassons pas, ces contradictions vont nous avaler. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que 50 ans après l'indépendance, les Congolais se retrouvent dans une situation de dépendance, dans une situation, n'est-ce pas, d'esclavage sur leur propre pays, dans une situation de vassalisation et qui ne s'explique pas? Qu'est-ce qui a fait que nous avons perdu notre mémoire en tant que peuple pour nous diriger, pour nous prendre en charge, pour faire des exigences? Je pense qu'il faut comprendre ici 3 petites choses. La première, je le répète, c'est ce que l'autonomie en tant que capacité, compétence, performance d'un peuple de se prendre en charge à n'importe quel prix, de mettre en place une politique nationale qui tienne compte de ses attentes et de ses intérêts, de mettre en place une politique nationale et une politique économique, une économie nationale qui prenne en charge d'abord le consommé local. Cette conscience politique autonome a pour source centrale la conscience historique. Freddy l'a dit, c'est la conscience historique qui est la colonne vertébrale de la conscience politique autonome. Ça dit quoi? Ça dit que quand un peuple connaît son histoire, connaît ses réalisations, connaît le cheminement et sa participation dans l'évolution de l'histoire du monde, ce peuple acquiert la fierté de soi, ce peuple bénéficie, n'est-ce pas, d'un effet moral de dire, voilà, nous avons été dans l'histoire des gens et nous serons encore dans l'histoire des gens. C'est de ce moment-là qu'il y a, de cette conscience historique découle une identité collective, c'est-à-dire un ensemble de valeurs qui réunit un peuple autour de son entité vitale. Et cette identité historique, cette identité collective s'exprime par l'autonomie. Donc je me répète, nous les Congolais, nous avons perdu notre autonomie politique comme conscience parce que nous avons perdu notre histoire. En fait, le problème, c'est de se demander qui êtes-vous pour que vous sachiez qu'est-ce que vous pouvez faire. Donc, il y a là un problème réel qui est celui de la conscience historique. Donc, ceux qui ont voulu que les Congolais perdent leur autonomie en tant que capacité de se prendre en charge, de diriger leur pays, de faire en place une politique nationale et une économie nationale, ont dû décimer l'espace de notre conscience historique, ont dû décimer l'espace de notre historicité. Et c'est en jouant sur ça que petit à petit, le Congolais a fini par perdre, n'est-ce pas, de lui-même, par perdre son image de lui-même, par perdre de lui-même une image positive. Parce que qu'est-ce que vous voyez au Congo aujourd'hui? C'est un peuple, n'est-ce pas, qui a de lui-même une image très négative. Et cette image très négative, cette autoperception négative influe totalement sur sa façon de vivre, sur sa façon de concevoir le monde, sur sa façon n'est-ce pas, de faire les affaires. Et c'est ça ce qui crée le problème. Je vais vous l'expliquer, je vais en parler doucement, je vais y aller doucement et on y arrive. Donc, qu'est-ce qui a été détruit? C'est la conscience historique du peuple congolais en tant que peuple qui a une identité collective, qui a une solidarité collective, et en tant que peuple qui a des ambitions collectives. Donc, c'est cette identité qui a été détruite. Oui. Et ça a commencé à partir de Léopold II en 1885. À la conférence de Berlin, quand Léopold II prétend qu'il y a un État indépendant au Congo, en fait, il n'y a pas d'État indépendant. C'est qu'il y a un État esclavagiste. Pendant 13 ans de la période léopoldienne, Léopold II va installer au Congo des violences brutes. Les mains sont coupées pour un verre de veillard, les gens sont tués, les femmes sont prises en otage, les hommes sont pris en otage pour produire. Et il va mettre sur les hommes congolais, sur nos ancêtres congolais, n'est-ce pas, toute la consommation de l'administration et toute la consommation de l'armée. Ce qu'il faut dire ici est que quand les grandes violences cycliques
empêche une population de revenir sereinement sur elle-même, empêche une population de s'approprier mentalement et physiquement de son espace vital qu'est le Congo. Donc toutes les violences que Léopold a ourdies, perpétrées pendant toute la période allant de 1885 à 1808, avaient pour fonction de ne pas permettre aux Congolais de s'approprier de leurs terres, de s'approprier de leur espace vital. D'autant plus qu'à la conférence de Berlin, un principe a été levé, accepté par tout le monde, que le Congo est une terre de commerce international. Et comme terre de commerce international, il ne doit pas apparaître là-dessus des velléités, des nationalités, des nationalismes, c'est-à-dire des gens qui diront que cette terre nous appartient, nous devons en profiter. Il fallait éviter qu'au Congo ne naissent de telles velléités. Et c'est à partir de ce principe fondamental que tout va être mis en œuvre. Sous Léopold II, pendant 13 ans, il va tuer, il va bannir les gens. Vous savez que quand on fait des bannissements, c'est-à-dire on prend des chefs locaux, on les amène, on les change des espaces, c'est-à-dire on les coupe de leurs sources vivifiantes, qui sont leurs terroirs, et on les amène dans un autre terroir qui ne leur appartient pas, et ils ne peuvent plus communiquer avec les ancêtres. Et la Belgique reprend le flambeau à partir de 1908 jusqu'en 1960. Qu'est-ce que la Belgique va opérer? Là, la déstructuration de l'identité congolaise devient plus féroce. Elle est mécanisée. Elle devient plus assise. Comment? Parce qu'en fait, les Belges ont compris que pour maîtriser les Congolais, il faut le savoir, il faut les rappeler aussi que malgré la violence de Léopold II, il y a eu beaucoup de révoltes, n'est-ce pas, pendant cette période, les Kandolo, la colonne de Danis. Donc, malgré la violence de Léopold II, qui n'hésitait pas à tuer, à couper les mains, jusqu'en 13 ans de gestion léopoldienne du Congo, il y a eu 10 millions de morts. C'est ce qu'on appelle l'Holocauste oublié. Mais aussi, les Congolais de ce temps-là n'ont pas eu peur. Ils se sont battus. Les Kandolo ont fait une véritable révolte. La colonne de Danis avait une véritable révolte. Les Saliboko, les Msiri et les autres se sont battus. Alors, pour mettre fin à ça, quand les Belges prennent la gestion coloniale du Congo, ils disent qu'il faut détruire la mémoire historique. En fait, c'est quoi? Ils se sont rendus compte que malgré une administration lourde, malgré une armée féroce, il est resté au peuple colonisé, n'est-ce pas, une force incroyable, c'est-à-dire son imaginaire, c'est-à-dire sa mémoire collective, sa mémoire historique. C'est une mémoire qui, dans des conditions de colonisation, agit comme une mémoire alternative et pousse les gens, pousse le peuple à se révolter, à refuser les conditions du joug. C'est ainsi que les Belges vont mettre en place tout un système pour déstructurer cette mémoire collective, en commençant par les tueries des chefs locaux. Vous savez, beaucoup de chefs locaux sur l'espace qu'on appelle le Congo ici ont été assassinés parce qu'ils étaient tout simplement des détenteurs des pouvoirs et des connaissances endogènes. Et en les coupant, en les assassinant, en les tuant, on coupait le peuple de sa mémoire historique, de sa mémoire collective, donc de sa conscience historique, comme conscience d'autonomie. Et ils vont mettre en place un système unique au monde de destruction, de confiscation des œuvres d'art. Toutes nos œuvres d'art, quand nous parlons aujourd'hui, même quand nous regardons nos amis belges, quand nous nous saluons, il faut être conscient que toutes nos œuvres d'art. Donc les Belges vont faire un système curieux, vraiment unique au monde, de confiscation de toutes nos œuvres d'art. Donc c'est-à-dire les traces que nous, de notre imaginaire, les traces de notre créativité vont être volées, brisées. Et les autres œuvres qui restent sont aujourd'hui emprisonnées, comme on emprisonne une âme à Tervuren. Et c'est l'ensemble de tout ça. Et puis ils ont créé un système scolaire rudimentaire, comme ils le disaient eux-mêmes. S'il n'y a pas des élites, il n'y a pas de problème. Ils ont falsifié notre histoire. Tout d'un coup, les Congolais ont commencé à apprendre que leur histoire, c'est la Belgique, que nous étions les ancêtres, les Gaulois et tout le reste. Et ils mettent en place l'ethnographie belge, qui avait pour fonction de créer de toutes pièces des tribus. On parle aujourd'hui, quand vous demandez à un ethnographe, je vous dira non, au Congo, il y a 445 tribus. D'autres vous diront 250 tribus. Mais en fait, c'était une façon de séparer les Congolais pour que ne naisse pas une véritable conscience nationale, pour que ne naisse pas une véritable identité collective.
l'ethnographie belge va créer des petites tribus, des petites races, et sous les relevés des petites langues qui n'existaient pas, pour que ne naisse pas une véritable langue nationale qui ferait la cohésion du Congolais et qui ferait du Congo une véritable nation. Pour dominer, il faut falsifier, il faut mentir, il faut fabriquer, etc. Mais depuis la restauration de la conscience historique africaine, l'Afrique doit se sentir libre. Pas pour juste se sentir libre, mais pour bâtir un futur africain, bâtir un avenir communautaire. Pourquoi? Parce que dans la logique, il y a l'histoire. La logique de l'histoire est parfois cruelle. Les choses ne changent pas, les hommes ne s'aiment pas, il y a des guerres partout, il y a des envies, il y a les instincts de domination qui ne sont pas encore totalement partis. Donc on risque encore, à cause de nos richesses naturelles, les sols et les sous-sols, on risque encore non seulement d'avoir les convoitises, mais même d'avoir encore des dominations. Voilà pourquoi vaut mieux se prévenir. On profite de nos richesses pour faire notre bonheur. Ce serait aussi le bonheur de l'humanité. Et faire tout pour éviter d'être encore colonisés. Parce qu'il y a des peuples qui ont disparu, qui sont aujourd'hui dans les réserves, comme le peuple amérindien, l'Amérique latine, aux États-Unis, pays démocratique, pays de la liberté, pays de ceci ou cela. Ils sont parqués aujourd'hui dans les réserves. Donc, pour prendre leur richesse, pour prendre leur pays. Donc, ça peut nous arriver. On a déjà subi 10 siècles d'esclavage, 10 siècles de colonisation, d'apartheid. Et l'histoire est toujours à sa logique. Si on ne fait pas attention, on peut encore risquer. Puisque vous avez les richesses, tout le monde viendra, l'Asie viendra, l'Europe orientale viendra, l'Europe occidentale, tout le monde viendra chercher vos matières. Au lieu de négocier avec vous, ils vont vous dominer, vous écraser, vous tuer pour prendre librement les matières premières.